Salut à toutes, salut à tous, bienvenue sur le Phocéen pour suivre l'OM au café, que ce soit sur le phocéen.fr, sur MyPhocéen, allez-y y faire un tour, c'est super sympa. Vous savez, c'est le Phocéen évidemment sans publicité, avec contact direct avec les équipes du Phocéen. Vous pouvez échanger ensemble sur tous les sujets qui vous font plaisir. Bien sûr l'OM avant tout, et puis bien sûr en direct sur Twitch avec les copains dans le chat, je suis avec vous. Et puis je suis avec vous en direct de Marseille. Surtout, je suis avec le copain Loïc Lachaud qui est juste à côté. Ça fait plaisir de vous retrouver, voilà, pour cette semaine particulière où où vous allez beaucoup me voir avec vous. Voilà, je vais être beaucoup à Marseille ce soir au Talk notamment. Voilà, donc on est ensemble. Ça va bien, merci beaucoup. Je vois que vous me posez la question. Ça va, tranquille. Ça va comme dans une semaine de Coupe d'Europe. Voilà, on va essayer de positiver, de se dire que la saison n'est pas encore terminée. Les résultats du week-end en plus nous maintiennent en vie pour une qualification européenne, pas pour la Ligue des Champions, mais pour une qualification européenne. J'ai les yeux gonflés, bah oui, après bon, ça va, non, ça va bien. Après voilà, il y a peut-être qu'il va falloir un peu de maquillage, mais c'est comme ça. C'est les yeux de la fin de saison, on va dire. Hein. Toi Lou, qui se prend un petit Prime, merci beaucoup pour cet abonnement. Je vous rappelle, vous pouvez vous abonner. Hein. Vous liez vos comptes Prime et votre compte Prime Gaming. Et puis vous tout simplement, vous laissez guider, hein, vous vous abonnez, vous descendez tout en bas. S'abonner avec Prime, c'est sympa, c'est cadeau. Merci beaucoup les copains. Merci à Naïm qui a fait la même chose. Voilà, et vous avez lancé tous ensemble le train de la hype, comme on dit ici quand on est jeune sur Twitch. En toute transparence, troquerais-tu au jour J la saison de l'OM, angoisse de finir en eau de boudin, mais quart de finale d'Europa League? C'est une bonne question. Contre la saison de l'OL, commencer dans les tréfonds avant de connaître une seconde partie intéressante et finale de Coupe de France. C'est une très bonne question. J'en sais rien. Je sais pas parce que... c'est une très très bonne question. Bon, on a encore un point d'avance, c'est pas beaucoup, avec le goal average qui est quand même meilleur que les Lyonnais. Bon, est-ce que je préfère une finale... En fait, la question c'est est-ce que je préfère une finale de Coupe de France à un quart de finale de Coupe d'Europe? J'ai pas la réponse, je sais pas. Mais c'est une très bonne question. Et en toute transparence, je pense pas, parce que le début de saison a été tellement dur, tellement angoissant pour les Lyonnais, je pense, que voilà, non, j'échangerai pas, je pense. Mais je sais pas pour autant que je suis content de ce qu'on a. Mais bon, ils ont su-rectifié le tir au mercato, pas nous. Après, les joueurs qu'ils ont pris, tu vois, je sais pas exactement, mais tu peux citer Matic qui effectivement leur fait du bien, mais je sais pas si Matic à l'OM... Matic en fait c'est Kondogbia, hein, c'est le même type de joueur, toujours un peu lent mais bien placé. Moi je trouve Kondogbia meilleur, mais chacun ses goûts, même si sur les 3-4 derniers matchs Kondogbia est vraiment pas dans le coup et qu'il y a un problème. Matic pour moi me plaît moins, mais c'est une question de goût. Orban devant, bon bah il a pas fait grand chose. Le petit Tellier qu'ils ont pris à 15 millions, Traoré je crois, pas vu beaucoup non plus. Milieu offensif Benrahma, il est pas mal, mais il leur coûte 5 millions d'euros juste pour 15 matchs. Le prépayant, après ils vont peut-être l'acheter évidemment, mais je sais pas. C'est une question de goût. Voilà. Benrahma c'est meilleur que Harit et Unai, peut-être. Charlie peut-être. Unai sûr en tout cas. Mais voilà, je trouve pas leur mercato extraordinaire. Je trouve qu'ils surfent aussi sur le talent d'un Lacazette qui est vraiment bien revenu. Voilà, Nuama qui commence à être pas mal. Je trouve qu'ils sont un peu mieux équilibrés, qu'ils ont une équipe cohérente et que voilà, ils font le job. Mais je trouve pas que ça soit vraiment leur mercato d'hiver qui les porte. Ils ont fait un bon mercato d'hiver, mais je trouve que c'est surtout leurs joueurs clés qui les portent actuellement. Voilà. Est-ce que j'échangerais mon effectif contre celui de Lille ou Rennes? Là aussi, c'est une bonne question. Lille, je trouve qu'ils ont un bel effectif. Rennes, je suis un peu moins... Rennes, disons que si je veux faire des plus-values et vendre des joueurs, j'ai l'effectif parfait. Non, mais alors, juste Toto, c'est le Lyonnais ou le Phocéen. On en parle parce que Lyon est revenu à 1 point de l'Olympique de Marseille ce week-end. C'est quand même un fait majeur du week-end parce que Lyon revient dans la course à l'Europe. Déjà qu'on avait du mal à la gérer, cette course à l'Europe. Si maintenant clairement...
on va laisser partir la Ligue des Champions. Il y a un train qui se dégage avec Brest. Je répondrai à la question après sur l'effectif. Moi, je n'échange pas mon effectif. Je pense pas. Mais effectivement, c'est une question qui se pose peut-être avec Lille. Mandanda, rendez-nous Mandanda. Mandanda, ça fait 2 mois qu'il est performant. Depuis qu'il est à Rennes, je le trouve pas bon. Mais c'est vrai que depuis 2 mois, il est pas mal. Tiens, triste nouvelle, puisque l'ancien président de Rennes, Nicolas Olvec, est décédé à l'âge de 52 ans. On se fait qu'il luttait contre une lourde maladie depuis qu'il était arrivé à Rennes. Bah, écoutez, condoléances, voilà. C'est une bien triste nouvelle, parce que ça avait l'air d'être un dirigeant de qualité. Bref, revenons à ce qu'on disait. Oui, oui, parce que Lyon revient. Et Lyon, maintenant, il y a Lyon, il y a Rennes, il y a Reims. Voilà, on est avec ces équipes-là. Il y a Nice et Lens, mais bon, on verra si on peut les rattraper. Mais ils n'avancent pas, donc voilà. Il y a 6 équipes à la lutte pour 2 ou 3 places. Donc, et Lyon maintenant est revenu dans la course. Donc ça, c'est quand même un fait majeur. Lyon jouera tout sur la coupe, un match, et c'est l'Europe. Ben, pas forcément Nord-des-Villes. Regarde, ils ont battu Nantes 3-1. Donc ça veut dire qu'ils n'ont pas du tout lâché l'idée de revenir dans le coup. Donc non, je pense pas. Je pense qu'ils vont jouer les 2 tableaux. Surtout que jusqu'à la fin de saison, il n'y a pas la Coupe de France, puisque c'est le dernier match de la saison, avant les finales européennes. Mais voilà. Est-ce que j'y crois ? Course à 6, c'est pas pour nous avantager, ça, c'est sûr. Ceci étant dit, tous les matchs seront difficiles pour tout le monde, du coup, puisque il y a 10 équipes. Allez, PSG, même si le PSG fait un peu ce qu'il veut, il fausse un peu, puisqu'ils ont mis une équipe avec des enfants contre Clermont, des joueurs que j'avais trouvé d'ailleurs très moyens contre l'OM en Gambardella. Bref, donc maintenant, il y a tous les matchs, ou presque, ont de l'enjeu, puisque il y a 6 ou 7 équipes qui vont lutter pour le maintien. Il y a une dizaine d'équipes qui vont lutter pour les places européennes. Donc finalement, il n'y a quasiment pas de ventre mou. Il y a peut-être un peu Strasbourg, Montpellier, Toulouse qui sont dedans, mais Montpellier, c'est même pas sûr. Il va falloir qu'ils prennent des points encore. Donc voilà. Pour moi, je le disais sur MyFocéen à un copain, je disais, moi, je vais vraiment juger, je pense, les capacités de Gasset sur la capacité de gagner des matchs importants au Vélodrome contre Nice et Lens. Voilà, si tu perds ces matchs-là ou si tu ne les gagnes pas, pour moi, tu n'auras pas forcément réussi ton mandat, puisque c'est dans ces matchs-là qu'on pêche depuis le début, et on continuerait à pêcher là-dessus aussi. Donc voilà, et le jeu proposé par Gasset depuis 4 matchs, ouais, il n'est pas très bon, Anthony. Il faut différencier, je pense, Villarreal, parce que là-bas, on y allait vraiment pour pas être éliminé. Ça a failli, hein, mais c'était dans un plan de jeu un peu particulier. À Rennes, on était fatigué, ça je peux le comprendre. C'est vrai que le jeu de Paris et de Lille est décevant. Encore plus Lille. Paris, c'était cohérent. Mais moi, je reviens à ce que je disais. Et je trouve qu'il y a, sous Jean-Louis Gasset en tout cas, il y a un OM avec et un OM sans Ismaïla Sarr qui apporte vraiment de la diversité et quelque chose dans son couloir droit. Donc moi, je suis un peu triste de cette perte, en tout cas offensive de l'Olympique de Marseille. Et je pense que c'est un gros coup dur. Voilà. Je pense sincèrement que l'OM est à bout de souffle. Oui, de toute façon, la saison, là, elle est compliquée. Ce qui va se passer, c'est que là, on a la Coupe d'Europe pendant 2 semaines. Disons que d'aujourd'hui jusqu'à Toulouse, là, ça fait 14 jours. Toulouse, ça sera dimanche prochain. Pas ce dimanche, le dimanche d'après. On a vraiment de quoi se concentrer sur l'Europe, ce qui est bien, hein, parce que c'est aussi une parenthèse enchantée dans notre saison, parce qu'on fait quand même une bonne phase de poule, je trouve, où on bat l'Ajax au Vélodrome dans un très bon match, où on joue les yeux dans les yeux avec Brighton au Vélodrome, où on fait le carton plein contre l'AEK. Voilà, on fait une bonne phase européenne, on élimine le Shakhtar, on élimine Villarreal, donc je trouve qu'en Europe, c'est plutôt pas mal. Le truc, c'est qu'en championnat, c'est une catastrophe, quoi. Voilà. Même si je ne suis pas fan de Gasset, il a l'excuse d'avoir beaucoup trop de blessés. Oui, c'est sûr, Bidulien, il a beaucoup de blessés. Je pense qu'il n'est pas quand même obligé de mettre sur le dernier match Unai et Enrique dans son 11 de départ. Donc il fait des choix aussi. Et il faut qu'il les assume. Je trouve que son après-match est un peu limite. J'aurais aimé qu'il assume un peu plus ses erreurs.
notamment la compo de départ, mais aussi les changements très tardifs. Donc, bon, c'est un détail, le discours, mais je trouve qu'il se dédouane un peu sur les joueurs à la fin du match et qu'il a une grande part de responsabilité à Lille. Bientôt 1 an pour Condetto, bien sûr, t'as raison, ça fait 11 mois que tu t'abonnes chez nous et ça fait plaisir. Merci beaucoup. Pareil, Terrain Nasca, 7 mois d'abonnement. Merci à toi pour ton Prime. Faites plaisir les amis ce matin. C'est une semaine qui se lance plutôt bien. Basilic Boli qui est un peu moins dans la nuance. Faut arrêter de trouver des excuses. On a eu une équipe pourrie et un coach tout aussi merdique. Voilà, je cite évidemment. Voilà, tous les avis sont bons à prendre. Et la part de responsabilité de Longoria, on en parle effectivement sans Marco. Je pense que tout le monde, cette saison, doit balayer devant sa porte. Mais quand je dis tout le monde, c'est vraiment tout le monde. Je trouve que personne fait une bonne saison. On peut le faire, hein, les joueurs vraiment en dessous des attentes, pour la plupart. Il y en a très peu qui sont au niveau cette saison. On peut les compter sur le doigt d'une main. Balerdi, je pense. Mbemba, peut-être Aubameyang, même si son début de saison est un peu ce qui nous a un peu aussi pénalisé. Voilà, Vertou, mais il n'y en a pas 300 000 des joueurs qu'on va sortir. Et puis ensuite, il y a la présidence, bien sûr. Du coup, c'est Longoria ou Tessier le président? Non, c'est Longoria, les amis. Ce qu'il y a, c'est que Longoria, il a fait une erreur majeure de gestion, c'est l'arrivée de Marcelino. C'est un choix purement de Longoria et il s'est un peu planté. Donc, il en paye le prix toute la saison. Je pense que le mercato d'été est vraiment pas bon et il y a beaucoup d'actions et de moves signés Ribalta là-dedans et il a sa part de responsabilité aussi. Les supporters, avec la réunion au bout de 5 journées, les groupes de supporters, ont aussi une part de responsabilité. D'autant que les justifications d'après les plateaux repas et les emballages de Twix laissés dans un vestiaire, ça ne justifie pas de mettre le feu à un club tout entier. Donc tout le monde a une part de responsabilité. Les médecins, Maxime nous dit ça, oui, les médecins, les préparateurs. Les médecins, par exemple, sur le Carongy, on peut se poser des questions. On nous dit, ils reviennent dans 2-3 mois, ça fait 6 mois, bientôt. Donc, oui, on peut se poser des questions. Tout le monde, pour moi, est responsable. Gattuso, qui n'a pas su imposer ce qu'il voulait imposer. Est-ce qu'il n'a pas su s'adapter aussi à un moment où tout le monde lui réclamait un 3-5-2, ça sautait aux yeux, vu son style qui n'était pas évident et les forces en présence. Il ne l'a jamais fait. Il est repassé sur une défense à 4 et il s'est mis à reperdre tous les matchs. Donc, il a sa part de responsabilité. Enfin, tout le monde. Vraiment, quand je dis tout le monde, c'est tout le monde. Donc, est-ce que pour autant, il faut tout balayer cet été? Ça va être un des gros enjeux là, de la fin du championnat et du début du mois de juin. Est-ce qu'on repart avec Longoria? Est-ce qu'on repart sans Longoria? Est-ce que ça va être mieux? Est-ce que ça va être pire? Parce que sans Longoria, ça peut être mieux, mais ça peut être pire aussi. Hein, on l'a vu pour ce qu'il y avait avant Longoria, hein, déjà. Pas les supporters pour moi, c'est ton choix, Alpha Blue Light. Je trouve qu'il y en a quand même qui font une très belle saison hein, dans les supporters. Donc, mais quand tu dis pas les supporters, peut-être pas l'ensemble des supporters, et là je suis plutôt d'accord avec toi. Je trouve que notamment l'ambiance au Vélodrome et même dans les déplacements a été franchement très bonne. Tu te trompes sur les supporters car eux ils payent pour voir les matchs. Justement, je sors les responsables des groupes de supporters de cette analyse et je vous dis oui, c'est vrai, les supporters de l'Olympique de Marseille ont été exemplaires. Bravo à eux. Mais malgré tout, il y a un rôle des groupes, donc je les inclus moi dans la saison fiasco. Et j'ai pas cité celui qui est au-dessus de tout, Franck McCourt. À un moment donné, je peux comprendre les gens qui disent tant qu'il n'y a pas de vente, on n'avancera pas. Là encore, ça peut être mieux, mais ça peut être pire. Donc c'est pour ça que moi je mets des petits bémols là-dessus. Mais il faut à un moment donné aussi se poser la question, où il est, qu'est-ce qu'il fait. Même pas, il vient voir l'équipe, par exemple, contre Paris, il va pas venir voir le quart de finale de Coupe d'Europe. Qu'est-ce qu'il fait? Il est où? Donc il faut se poser la question aussi. Donc pour moi, tout le monde, mais quand je dis tout le monde, toutes les entités du club cette saison ont été mauvaises. Je répète, hein, présidence, direction, parce que même ceux qui entourent Longoria n'ont pas été bons. Hein. Ribalta, évidemment, le premier. Benatia, on peut se poser la question du mercato d'hiver quand même.
il n'y a pas que des super coups. Ulysse Garcia, il est pas mal, mais c'est pas non plus un très très bon joueur. Onana, bon, pour faire le nombre, ok, on a compris. Merlin, finalement, 12 millions, est-ce que ça les vaut parce que ce qu'il propose n'est pas génial. Mumbagna, est-ce que c'est vraiment plus fort que Vitinha? Peut-être. On ne sait pas vraiment. Donc, on en est là. Donc, il y a Benatia qui a beaucoup à prouver, exactement comme le dit Steph OM. Donc, on est vraiment dans une situation où tout le monde est dans une très mauvaise saison. Et en plus de tout ça, comme je le dis souvent dans mes émissions, en plus de tout ça, on n'a pas la baraka. Il faut reconnaître quand même qu'on vit une saison où c'est quand même très compliqué d'avoir les faits qui tournent pour toi. Tu vois, défaite à Lens dans les arrêts de jeu, le match à Nice où tu frappes le poteau, après tu prends carton rouge et but. Il y a beaucoup de faits cette saison, alors qu'en plus on faisait un bon match à Nice en plus. Donc il y a beaucoup de faits comme ça. Les 2 matchs contre Monaco. Celui où tu perds là-bas en faisant un bon match, ça se joue à pas grand-chose. Celui que tu gagnes pas à domicile alors qu'ils finissent le match à 9. Il y a tous ces matchs où tu finis en supériorité numérique où tu n'arrives pas à gagner. Ça, c'est la faute des joueurs et des coachs. Il y a aussi ces poteaux. On a frappé 17 fois les poteaux, je crois. C'était la stat qui a été donnée lors du dernier match. Voilà, il y a rien qui va. Et dans tout ça, voilà, moi je le dis, pour moi, il y a une parenthèse enchantée cette saison, c'est la Coupe d'Europe. Alors jusqu'où? Est-ce que dans cette saison de marasme total, on peut réaliser l'exploit d'une histoire, d'un club? Pourquoi pas? Oui, tu cites le Panathinaikos, Maxime, tu as raison. C'est le lancement de tout ça, mais on peut même aller plus loin dans le... Je pense que là, on vient de fêter tout récemment, les 1 an de galère. C'est-à-dire que depuis la défaite contre Annecy, on navigue à vue, on fait n'importe quoi. La défaite contre Annecy a plombé totalement le club, mais dans une force qu'on ne peut pas imaginer. Cette défaite contre Annecy nous a privés d'un titre qui semblait abordable. Et vous parlez beaucoup de maraboutage, oui, ça y ressemble presque, Sinistouille et Basilic Boli, parce que McCourt ne vient peut-être pas parce qu'il n'est pas le propriétaire. Canavan, très bien, très drôle. Et oui, bien sûr, il y a ça aussi. Il y a toutes ces rumeurs de vente qui s'ajoutent à tout ça. Ça devient dur. Ça devient dur et il va falloir... Mais en fait, le penalty de Sanchez contre Annecy, si tu regardes bien le match, il est à la 85e, c'est Macrimix qui dit ça. Il est à la 85e, on peut se dire que c'est le tournant. Au final, déjà, tu mènes 1-0 dans ce match, tu ne dois jamais te faire reprendre. Ils arrivent à marquer 2 buts, c'est assez improbable. Toi, 85e, tu as ce penalty de Sanchez que tu rates, mais tu marques 3 ou 4 minutes, 5 minutes après par Muguet. Tu te dis le scénario de fou, c'est Muguet qui va nous aider à nous qualifier, il a marqué, on va au péno. Et au péno, on les tire n'importe comment, Lopez en sort 1 sur 7. C'est très dur, c'est très dur. Maxime qui nous dit on est 2e des expected goals cette saison. Voilà, ça fait partie de la saison noire dont je parlais. On est 3e après le match de Lille, mais on était 2e après le match contre Paris. Voilà, ça fait partie aussi de cette saison de marasme, qui tourne pas. Et voilà. Donc, il n'y a rien qui va. Alors, vous avez tous votre explication, on a tous la nôtre. Qui est le plus responsable? Qu'est-ce qui ne va pas? Moi, je veux pas donner... Enfin, je pourrais pas dire... Je vais donner mon avis, mais mon avis ne vaut qu'un avis. Mon avis n'est pas au-dessus de... Il y a Moineau qui prend son 8e mois d'abonnement. Votre avis compte tout autant que le mien. Je suis personne. Je vois qu'il y en a qui disent c'est la faute à Longoria, c'est la faute à Untel, c'est la faute à Si. Moi, personnellement, mon avis, c'est l'enchaînement, c'est la loi des séries, c'est les mauvais choix. Donc, j'incrimine un petit peu Longoria aujourd'hui, mais le faisant, je veux quand même qu'il reste. Moi, je veux pas de Pablo Longoria qui s'en va. Pour moi, il fait du très bon travail depuis qu'il est à l'OM. Je sais que ça peut paraître fou de le dire, mais je vais essayer de développer cet argument. Depuis qu'il prend l'OM, pour moi, on progresse. Et cette saison, on chute totalement. Mais ça arrive dans un club de traverser une mauvaise saison. Moi, j'aime pas remettre tout en question, tout un bon travail. Parce que pour commencer à regrimper un petit peu, il faut parfois passer par des moments difficiles.
Donc, si on s'imaginait que ça allait être rectiligne et qu'on allait grimper sans jamais chuter, c'est, à mon avis, quelque chose d'improbable. On n'est pas une équipe à 800 millions de budget où on a des certitudes. On est avec de bons budgets. On devrait être deuxième ou troisième, mais on n'y est pas. Donc, c'est comme ça. Et moi, je pense, après, bien sûr, chacun a son avis, je pense qu'il a quand même fait des très bonnes choses. Il a rétabli l'équilibre financier. Il a fait de la très bonne billetterie avec ses équipes, hein, bien sûr, c'est pas forcément que lui, mais le stade est plein depuis 3 ans et c'est aussi parce qu'il a choisi des coachs emblématiques comme Sampaoli, comme Tudor, qui proposaient du jeu. Il a rempli donc le Vélodrome. Depuis 3 ans, c'est plein à tous les matchs, ce qui n'était pas le cas avant. Moi, je me souviens de matchs européens où on était 8000 au stade, c'est arrivé, hein, et même un 16e de finale de Coupe d'Europe, hein, 32e peut-être, non, 16e. 16e de finale de Coupe d'Europe. Donc le Vélodrome n'est pas toujours plein et d'un coup il arrive et le Vélodrome est plein. C'est pas un hasard, hein, c'est du travail. La formation, cette année on est en demi-finale de la Gambardella, on est champion des U17 l'année dernière, on va être champion peut-être des U19, on va le jouer en tout cas le titre. Il y a du travail, la formation ça travaille bien, contrairement à ce qu'on voudrait vous faire entendre et nous faire entendre, parce que comme c'est pas des petits Marseillais qui sont au centre de formation, moi je suis Marseillais, ça ne me touche pas, hein. Moi je m'en fous si les jeunes qui sortent du centre de formation, qui intègrent peut-être l'OM dans 2-3 ans, c'est pas des Marseillais pur sang. Moi ça va pas m'empêcher de dormir. Moi je veux juste un centre de formation performant et je trouve qu'il a restructuré le club d'une très belle façon. Maintenant, il est à la croisée des chemins. Est-ce qu'il s'en va en se disant bon ben j'y arrive pas? Ça fait 2 mercatos, 3 peut-être même avec le mercato d'hiver dernier d'avant, Unai Vitinha, le mercato Malinowski, le mercato catastrophique. À 50 millions, un peu moins, mais est-ce qu'il s'en va en se disant voilà, j'ai foiré, j'assume totalement la conséquence, je tolère pas mon propre échec et je pars? Ou est-ce qu'il se retrousse les manches et il se ressaisit et il relance la machine en faisant un très bon choix de coach, en faisant un bon mercato? Ça va être vraiment l'énigme de cette saison. Donc, moi personnellement, j'aimerais cette deuxième option. J'entends ceux qui veulent la première option, c'est-à-dire coup de balai, allez, vous n'avez pas réussi, vous en allez. Moi, je trouve ça dommage quand on a bien restructuré un club de ne pas donner une deuxième chance à un mec. Voilà, c'est mon avis. Lucas, 25e mois d'abonnement, merci. 240 millions dépensés pour 0 titre. Je vais lire ton message, hein, Charlie. Goyard. Mais avec quelques humiliations, par contre, non. Absolument. Le bilan n'est pas extraordinaire. Je dis juste que sportivement, avant son arrivée, on n'était pas podium régulièrement. On était podium par-ci par-là, au gré des saisons. Dernier podium, c'était Villas-Boas. Avant lui, le dernier podium, c'était même pas Garcia, il faut remonter. Donc, malgré tout, il fait 3, donc 2 podiums consécutifs. Ce qui, dans l'histoire de l'OM, n'est pas arrivé depuis Deschamps. Donc, il n'y a pas que du négatif. Évidemment, il y a des humiliations. Évidemment, il y a ce problème qu'on ne gagne pas les grands matchs. Ça fait des années, ça, hein, depuis que je suis au Phocéen, quasiment. Disons plus de 10 ans. Donc, on a du mal dans les très grands matchs. Bref, voilà. Je sais pas. On est vraiment à la croisée des chemins. Joueur surpayé, en tout cas. Ça aussi. C'est une question. Est-ce que Vertou vient à l'OM, par exemple, s'il n'est pas surpayé? Parce que l'OM, c'est plus le club qu'on pense qu'il est. L'OM, c'est plus top 10 d'Europe. C'est depuis des années, depuis la chute de post-93. Depuis ce moment-là, l'OM n'est plus un grand club. C'est un bon club qui essaye de se restructurer pour essayer de devenir un grand club. Et tous les 4-5 ans, il y a un énorme coup de balai, donc c'est très difficile de progresser. Donc, je sais pas. Voilà, il y a des erreurs manifestes. Vertou, ok, mais le reste, Romain, moi, qu'on soit bien clair, le salaire d'Aubameyang ne me dérange pas, par exemple. Le mec qui marque des buts, tu regardes ses stats, elles sont indiscutables. Indiscutables. Alors, la saison de Coupe d'Europe d'Aubameyang, en termes de stats, c'est la même que celle de Drogba. Rappelez-vous la saison de Coupe d'Europe de Drogba. C'était une hallucination. Il est déjà 3e meilleur buteur de tous les temps de l'OM en Coupe d'Europe, Aubameyang. Donc moi, ça ne me dérange pas. Pour moi, il y a peu de salaires qui me dérangent. Rongier, il est peut-être à 300 000 par exemple, mais Rongier, ça fait 4 ans ou 5 ans
qui se défonce pour le maillot et qu'il est correct, même très bon, selon certains moments. Je dirais plutôt même très bon. Après, je sais qu'il y a des anti-rongiers, donc j'essaie de tempérer, mais voilà, qu'est-ce qui vous choque? Que Mbemba soit bien payé Alors oui, il y a des erreurs. Kondogbia, moi je pensais, voilà, l'Opsi, j'y viens, je pensais que Kondogbia, ça serait meilleur. Pour moi, il n'est pas nul. Tu me demandes Kondogbia ou Gueye, tous les jours je mets Kondogbia, par exemple, c'est mon avis. Maintenant, c'est haut. Mais pourquoi c'est haut? Parce que c'est un joueur qui a joué à l'Inter, qui a joué à l'Atlético, qui était encore à l'Atlético, qu'on va chercher à l'Atlético de Simeone, donc qu'on ne paye pas très cher en transfert, 6 ou 7. Donc on lui donne un très bon salaire. Est-ce que c'est vraiment choquant? Est-ce que tu l'aurais eu à moins? Je ne sais pas. Donc oui, Correa, évidemment, Titch. Correa, c'est l'erreur ultime. C'est le coup foiré par excellence. On le prend pour jouer milieu gauche. On voit qu'il n'en est pas capable dès le premier match. Ensuite, on essaye de le mettre à droite, à gauche. Il fait n'importe quoi. Il n'est pas concerné. C'est une catastrophe sur toute la ligne. C'est un scandale. Mais c'est un prêt. Et sur les 450 000, je demande à voir aussi, parce que les salaires donnés par l'équipe, c'est très bien. C'est des estimations déjà, de base. Puisque je vous rappelle que l'année dernière, soi-disant, Vertou était à 600 000. Cette année, il est à 500. Donc, c'est des estimations. Mais le salaire de Correa, c'est celui-là, sans aucun doute. Ça s'en rapproche en tout cas. Par contre, est-ce qu'on le paye en entier, nous? Est-ce qu'il n'y a pas une part qui est payée par l'Inter? Ça, c'est des choses qui ne sont pas dites dans cette étude. Maintenant, malgré tout, même 10 €, c'est trop pour Correa. Voilà, très clair, c'est une erreur monumentale. Vitinha, on en parle, on va voir The Puncher, on va voir comment on se dépatouille de ce dossier. Pour l'instant, je suis beaucoup trop gentil. Non, c'est mon avis. C'est mon avis. Je l'ai dit et je l'ai hurlé au mercato d'hiver qu'il fallait dégager en urgence Luis Enrique, en urgence Unai, qu'il fallait les exfiltrer de force s'il fallait, qu'il fallait appeler l'Arabie Saoudite matin, midi et soir pour Unai, parce que les Saoudiens sont chauds dessus. Ça fait 1 an que je vous le dis qu'ils sont chauds dessus. Ça a été confirmé dans l'équipe il y a quelques jours. Je l'ai hurlé dans toutes les émissions qu'il fallait le faire. Ils ne l'ont pas fait. Alors moi, je suis en colère aussi. Pensez pas que je tolère tout ce qu'ils font. Après, je comprends aussi que c'est pas moi le dirigeant et ils font des décisions que je ferai pas. Il y a des trucs qu'ils font que je ferai pas, il y a des trucs qu'ils font que je ferai. C'est comme ça, on peut pas toujours avoir tout ce qu'on veut, malheureusement. Merlin, finalement, c'est pas fou. Alors oui, peut-être, Merlin, ça fait 3 mois qu'il est là, il a 21 ans, il est international espoir. On va peut-être lui donner un petit peu de temps et un peu de crédit quand même. Je suis déçu par ces matchs, très clairement. Maintenant, je me dis qu'avec un peu de digestion du transfert, une pré-saison dans l'équipe, je pense que ça peut nous faire une belle deuxième saison. J'ose y croire. Voilà. Comment t'expliques que Lille et Rennes ont des bons joueurs pas chers en salaire? Très bonne question. Je ne pense pas que Lille ou Rennes aient été capables de faire signer un international français comme Vertou dans leur club. Donc je ne pense pas. Peut-être que je me trompe, mais il ne me semble pas. Les bons joueurs de Lille, Zegrova, ils sont allés le chercher vraiment très loin. Et bravo à eux, très gros coup. Ils sont allés le prendre en Suisse, donc salaire bas, logique, puisqu'il ne va pas faire x10 sur son premier contrat. David, c'est pareil, ils sont allés le chercher en Belgique, donc bon contrat, mais qui n'est encore pas à la hauteur du niveau du joueur, évidemment, qui va exploser en termes de contrat ces prochaines saisons. C'est une question de gestion. Après, les autres joueurs de Lille, ce n'est pas des phénomènes. Il y a Yoro, mais c'est un joueur qui est formé chez eux. Chevalier, c'est un joueur qui est formé chez eux. Donc, ils ont une équipe cohérente. Et Rennes, c'est pareil. La plupart des joueurs sont formés chez eux. Et puis ceux qui vont chercher, c'est pas des joueurs qui tu te dis, lui, il va prendre 500 000. Kalimundo, Guiri, c'est des joueurs de Ligue 1 confirmés. C'est pas non plus... je trouve pas que ça soit des phénomènes. Voilà. Il y a JBAPT qui nous dit: moi, les Garcia Murillo, je trouve que c'est des bons coups pour des remplaçants. Je suis d'accord avec toi. Le problème, c'est qu'on a dû beaucoup trop s'appuyer sur eux. Mais ça, c'est pas leur faute.
Et pour moi, il y a des problèmes de mercato cet été et il est complètement raté. Mettre tout ce qu'on a en termes de choix, c'est-à-dire qu'on arrive à l'été, on dit Marcelino il va jouer en 4-4-2. Le 4-4-2 de Marcelino, je vous rappelle la volonté, c'est d'installer un ailier gauche, un ailier droit et 2 attaquants. Ou un attaquant, un 9,5. Et là, ils refont tout l'effectif. C'est-à-dire qu'ils font partir Malinowski, Sanchez, Payet. Ils disent on fait place neuve. Et ils ont gardé très peu de monde. Vous allez voir dans les plans ce que c'était. Côté droit, c'était Sarr en 1. Et là, Marcelino a mugué en 2. Pourquoi pas, même s'il n'a pas le niveau. Donc c'était le plan. À gauche, c'était Correa en 1, le plan. Et Harit en 2. À gauche. Donc, n'importe quoi. Là, je ne peux pas défendre le club sur des trucs indéfendables comme ça. Hein. Je suis comme vous, hein, face à tant d'incohérences. Et pour les attaquants, ils ont pris l'option de se dire on va garder Unai qu'on met dans les 8 de devant, là, dans ce quatuor, qui sera un remplaçant, voilà, qui a joué un peu à gauche, qui a joué un peu dans l'axe. Et on a trois têtes de gondole. Les 3 têtes de gondole, c'était Aubameyang titulaire, Ndiaye qui tourne autour. Bon, on a vu, hein, il tourne autour. Il tourne toujours autour d'ailleurs, il est toujours en train de chercher. Et puis Vitinha en remplaçant. Quand dans ton effectif, tu as Payet et Sanchez la saison d'avant, pourquoi tu gardes pas Payet, Sanchez et tu ajoutes Aubameyang ? Je me l'explique pas. Et ça t'aurait fait Sanchez qui tourne autour d'Aubameyang, avec Payet en doublure de Sanchez et Vitinha en doublure d'Aubameyang. Vitinha parce qu'il croyait beaucoup en lui. Moi aussi, je pensais que c'était une bonne doublure pour Aubameyang, qu'il n'y aurait pas de problème. On peut se tromper. Donc, on se retrouve avec, pour moi, une gestion qui paraît évidente. Il faut tout faire pour avoir Sanchez cet été. Pour faire Aubameyang-Sanchez, si tu veux jouer à 2 pointes. Alors, on me dit les salaires, nanani, nanana. Quand tu vois les salaires que l'équipe a dévoilés, tu peux faire une croix sur un ou deux mecs sans problème. Tu vois, tu fais une croix sur Correa, tu fais une croix sur un autre, et puis tu peux le faire, ce duo, quoi. Donc, pour moi, c'est une aberration. Donc, et en plus, tu fais partir Payet. Je sais, je vous dis pas que Payet aurait été brillantissime. Je pense qu'il peut rendre des services, Payet, dans une saison comme ça. Rentrer 20 minutes à la fin des matchs importants, de te faire un peu du bien. Voilà. Après, certains ajouteront comme Géoc les joueurs de caractère, tout ça. Il y a Allez l'OM qui nous dit Longoria fait des mauvais choix, mais l'attractivité du club lui permet-il mieux ? Quel bon choix a-t-il raté à part Melleux ? Oui, Melleux, l'arrière droit qui est parti à l'Atalanta à l'époque. Oui, non, mais bon, je pense que cet été peut mieux faire. Quand tu claques 18 millions sur Ndiaye, tu peux peut-être les utiliser un peu mieux les sous, c'est mon avis. Même chose sur Kondogbia, du coup, avec le recul, mais c'est facile avec le recul, parce qu'au moment où il signe Kondogbia, je suis très, 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 très content. Meite, je suis très, très content, et je suis quand même content de ce qu'il a fait. Je trouve que c'est une bonne idée, il est prêté, et on va sûrement l'acheter cet été définitivement. Donc, voilà. Payet est rincé. Non, mais je suis d'accord. Mais est-ce que tu préfères un joueur rincé comme Payet ou Luis Enrique ? C'est toute la question. Moi, je préfère Payet rincé. Je préfère Payet sur une jambe, je préfère Payet qui court pas. C'est chacun ses goûts. Mais je peux comprendre, hein, le football, c'est aussi un jeu de position. Enrique qui se replace, oui, c'est important. Mais voilà. Qu'il ne fasse pas partir Enrique aussi cet hiver, ça m'a énervé. T'as un joueur qui a une cote au Brésil, qui peut partir pour 5-6 millions alors qu'il en vaut peut-être 1. Ça m'énerve qu'on ne le fasse pas partir. Voilà. Donc, il y a plein d'aberrations dans ce qu'on a fait dans l'intersaison. Il y a l'entourage du club qui ne fait pas une bonne saison non plus, je suis désolé. Et il y a la malchance. Voilà, on n'a pas la baraka sur cette saison. Je pense qu'avec une saison normale, où on a une baraka normale, on est à la hauteur de Nice et de Lens sans problème en termes de classement. Voilà, c'est juste que ça ne tourne pas. Il y a la CAN, effectivement, Balco. Il y a les gros matchs. On a perdu, cette stat, elle est folle. Elle est totalement folle. Le top 10 dont on parlait tout à l'heure, de Paris jusqu'à Lyon,
On a joué 8 de ces équipes à l'extérieur. On a perdu les 8 matchs. Je ne sais pas si on réalise. On a perdu à Paris, on a perdu à Brest, on a perdu contre Monaco. On a perdu contre... Qui est quatrième? On a perdu contre Lille. On a perdu à Nice, on a perdu à Lens. On a perdu à Rennes et on a perdu à Lyon. On va jouer à Reims d'ici la fin de saison. Cette stat est folle. Donc après, voilà, avec tout ce qu'on vient de dire, on ne peut pas faire une bonne saison. On ne peut pas. Enfin, j'ai un peu tourné en rond. Il y a l'arbitrage aussi, Saona, oui, c'est vrai. C'est vrai, ce tac sur Ndiaye à Brest, par exemple. Oui, il y a des... Quand je dis qu'il n'y a pas que ça tourne pas, c'est de tout. Il y a un peu de tout. C'est le but refusé contre Paris. Enfin, ça tourne pas. Voilà. Pourtant, on a quand même eu 6 matchs avec forte supériorité numérique, c'est-à-dire pendant longtemps, on n'a pas été foutu de prendre les points. C'est-à-dire comment tu peux, en menant 1-0 à Nantes à la 6e minute, les mecs sont à 10 contre 11, ils arrivent à revenir au score. Comment on peut le justifier? C'est pas possible. À Metz, pareil. Comment on peut se faire reprendre et dépasser à Metz alors qu'on est à 11 contre 10? Comment c'est possible? Contre Monaco, tu finis le match, ils sont 9, t'es pas foutu de marquer. Comment c'est possible? Voilà. Donc, merci Viperius pour ton 10e mois d'abonnement. Donc, c'est pour ça que cette saison, pour moi, elle est hors du temps. Il y a tout qui va pas. Il n'y a rien qui va. Donc, est-ce que comme tout va pas, on change tout? C'est une option. On change la majorité des joueurs, on change le président, on change l'entraîneur, bien sûr. Est-ce qu'on refait totalement le club? Mais ça va prendre du temps. Il ne faut pas s'imaginer que si on fait ça avec notre président cet été et tout, on va finir 2e l'année prochaine. C'est impossible. Donc, voilà. Je sais pas pourquoi je vous ai fait ce bilan ce matin. J'ai eu envie. C'est un petit coup de gueule aussi. C'est un... Voilà. C'est une dinguerie cette saison. C'est peut-être même pire que la saison sous Mitchell. La saison sous Mitchell, elle est quand même partie vraiment dure, la saison sous Mitchell. La saison sous Mitchell, elle est vraiment très très dure. Ouais. Non, pour moi, c'est bien pire Mitchell. Même si on a eu le plaisir d'aller au Stade de France pour se faire fesser contre Paris en finale de Coupe de France. Mais non, la saison Mitchell, pour moi, elle est au-dessus de tout. Il y a la 3e saison de Garcia est bien aussi, hein, en termes de nullité. L'élimination contre Andrézieux Boutéon, le parcours en Europa League qui est catastrophique. Voilà, donc il y a des saisons terribles. Mais vous voyez, hein, c'est cyclique. Hein. Elles arrivent tous les 4-5 ans, on a une saison... Alors, le travail de Longoria, c'était justement d'éviter que cette saison terrible arrive un jour. Il a échoué. Clairement, Pablo Longoria a échoué cette saison, il faut le dire. Est-ce qu'un échec doit entraîner un départ? C'est toute la question et c'est tout l'enjeu de ce qui nous attend ces prochaines semaines. Tout simplement. C'est à cause de Bielsa aussi, la saison de Mitchell. Oui, mais c'est pareil. La saison de Mitchell, c'est un enchaînement de mauvaises décisions et de mauvais choix. Voilà, c'est comme ça. Pour ma part, c'est la pire saison à l'extérieur. On est dernier. Oui, Forvex, je suis d'accord. C'est la pire saison à l'extérieur. Et heureusement qu'à domicile, on est bon. Enfin, on est bon. On prend les points. Parce que sinon, ça aurait été une saison très compliquée. Très, très compliquée. Mais ça ne l'est pas. Donc voilà. Elle est déjà assez compliquée comme ça. Liverpool ne s'est pas qualifié pour la Ligue des Champions et ils n'ont pas tout viré. C'est vrai, Pierrot. Mais on n'est pas à Liverpool ici. À Marseille, la pression est autre. Et si je peux me permettre aussi, Jürgen Klopp avait quand même réussi des choses avant de rater de se qualifier pour la Coupe d'Europe. Mais voilà, donc quel gros transfert Longoria a-t-il réussi depuis qu'il est là? Ah, il en a réussi, Nicolas, il en a réussi. Je suis pas du tout d'accord avec toi. Je peux t'en citer plein. On peut les faire poste par poste, mais en défense centrale, se faire prêter Saliba et faire la saison qu'il fait, c'est exceptionnel. On n'a pas réussi à le conserver, mais Arsenal voulait 35 millions, c'était quand même difficile de les sortir, même si on aurait peut-être pu. Mbemba qui arrive libre. Pas si on se rend compte, hein, on a eu Mbemba libre.
Mbemba. Bon. Klose, je suis désolé, c'est un bon transfert. Tu prends un international français à 7 millions d'euros, c'est un bon transfert, même si il a pu décevoir. Il a quand même fait aussi des belles choses. Pour moi, Vertou, c'est un bon transfert. Je suis désolé. Je vais même choquer certains, mais pour moi, Harit, au prix où on le prend, c'est un bon transfert. On l'achète même pas 5 millions. Je me suis refait ce matin, parce qu'on parlait du match de Benfica, je me suis refait le match, large résumé de Sporting OM. Franchement, le match que fait Amin Harit, c'est... Et à l'aller, pareil. Enfin bon, donc, pour moi, on peut le citer comme un bon transfert, même si je sais que tout le monde ne le porte pas dans son cœur. Je parle aussi du prix. Guendouzi, évidemment, bravo, c'est un très bon transfert. Il y a beaucoup de bons transferts. J'ai vu passer Under à 7 millions, vendu 15, avec 2 bonnes saisons, c'est un bon transfert. Milik, au moment où on fait Milik, c'est un bon transfert. On peut en citer plein. Lirola, on le prend quand on le prend, c'est un bon coup. C'est un super prêt parce qu'il fait 5 super mois. Après, c'est évidemment, il s'est noyé dans le monde de l'OM, mais il y a beaucoup de bons coups. Donc, voilà, moi, il s'est trompé pour le gardien, je te l'accorde, Sauna. Je suis plutôt d'accord avec toi. Paul Lopez, c'est pas, tu vois, s'il m'avait fait un coup à la Mbemba pour le gardien, chapeau. Il fait Sanchez quand même aussi, il faut le dire. Il fait quand même Alexis Sanchez. Il fait quand même quelques coups. Donc, voilà, on peut pas tout dire aussi à l'antenne, les amis. C'est pour ça que je suis allé un peu avec des pincettes sur le dossier d'avant. Il y a Kolasinac qui arrive libre. Enfin voilà, moi je suis désolé. Me dire en figure, Longoria n'a pas fait un bon transfert, c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Aubameyang cette année, enfin voilà, la liste est longue. Et Romain, je parlais en indemnité, mais je te donne la réponse, Nicolas, bien sûr. Romain, je parlais en indemnité de transfert. Vitinha, Ndiaye, Correa. Correa, c'est un prêt, mais effectivement, il y aurait une conséquence si on avait fait podium, puisqu'il aurait signé pour 12 millions. Kondogbia, Enrique. Et oui, Enrique, c'est lui, tu as raison. Enrique, c'est un de ses premiers coups. Comme quoi. Non, mais tu as raison. Ça, c'est vrai. Là où je lui reconnais une qualité, c'est qu'il fait Luis Suarez pour 8 millions, il le revend 8 millions. Il fait Gerson pour une vingtaine de millions, il le revend une vingtaine de millions. On va pas parler de Gerson. Gerson pour Sampaoli, c'est un bon coup. Le Gerson de Sampaoli, il était très bon. Donc, mais, effectivement, le pourcentage de réussite doit être mis en face des échecs, c'est vrai. Mais comme dans tous les clubs, tu parlais de Lille tout à l'heure, ils font beaucoup de joueurs qui n'y arrivent pas à Lille. Il n'y a pas que des super coups. On parlait de Rennes. Rennes, ils ont pris un Turc l'été dernier. Ils l'ont plutôt payé plutôt cher. Il dirait, mais je ne sais même pas son nom exactement. Il est nul. Le gars est nul. Donc, il y a des échecs. Il y a beaucoup d'échecs aussi dans les clubs adverses qu'on met un peu plus sous silence parce que c'est pas l'OM. L'OM, ça prend forcément une dimension énorme. Il a refusé. Alors, c'est pas exactement l'histoire, Maxime. Il n'a pas refusé Darwin Núñez pour Enrique. C'est qu'au moment où Villas-Boas demande un attaquant, Villas-Boas dit moi je veux bien Darwin Núñez. Darwin Núñez c'était 25 millions à l'époque. Et l'OM ils lui disent non, on peut pas 25 millions, on va pas prendre un mec comme ça à 25 millions. Ils auraient dû, bien sûr qu'ils auraient dû suivre Villas-Boas, mais du coup ils sont allés chercher Luis Enrique. Et c'est pas exactement voilà, c'est pas exactement ça l'histoire. Mofi Kata comme Vitinha, mais on n'en parle pas. C'est vrai que la saison de Mofi, elle est pas bonne. Mais bon, c'est pas aussi Kata que Vitinha par contre, Bika. Gerson, c'est un super joueur. Il est où? Dans quel club depuis? Effectivement, Papette. Je dis juste que pour ce que voulait faire Sampaoli, Gerson, c'était très bien. Et il l'a montré quand même sur la phase retour de l'épisode Sampaoli. Il a mis du temps, mais il a fini par être intéressant quand même. C'est possible en retour de Guendouzi ou c'est une option obligatoire? À 99%, il n'est plus olympien, Guendouzi. Il faudrait vraiment un concours de circonstances, un clash avec Tudor, un truc. Mais c'est une option automatique. Donc, normalement, il ne sera plus olympien.
Tu as tout dit, le problème c'est son côté football manager. Sincèrement, changer tout chaque année, ça perd de la crédibilité. Les bons transferts. Je finis avec ce message. C'est juste que je suis pas totalement d'accord. L'été dernier, il change pas tout en fait. Il change de coach parce que Tudor veut s'en aller. La défense, il la touche quasiment pas. Balerdi, Mbemba, Gigot sont restés. Klose est resté. À gauche, on avait Fantomas, Tavares, donc il fallait recruter. Donc il change pas de défenseur. Il prend petit Bamo Meïté à la place d'Isaac Touré. C'est un choix, c'est un changement si on veut. Il perd Kolasinac parce que Kolasinac ne veut pas prolonger. Donc il ne change pas sa défense. Quasiment, Longoria, il garde son gardien. Il ne change pas sa défense. Il change très peu son milieu. Il garde Vertou, Unai, Rongier, Harit. Il ne change pas son milieu de terrain en vrai, Longoria cet été. Et il recrute Kondogbia pour l'améliorer dans son esprit. Ça, c'est pas passé comme prévu, mais il y a Gay aussi qui reste. Donc il ne change pas son milieu de terrain. C'est pas vrai. Ce qui change, c'est son attaque. Il change parce que Under, tu peux faire une plus-value, c'est le moment, il l'a fait. Malinowski est nul, donc il le dégage. Tout le monde est d'accord avec ça. Et là, il prend une décision, c'est qu'il dégage Payet. J'aurais pas fait la même. Mais à part ces trois-là, il n'y avait personne. Notre secteur offensif était inexistant. Et Sanchez, il le garde pas aussi, on en a parlé tout à l'heure. Mais donc, il faut bien le refondre, ce secteur offensif. Et si tu regardes bien, tous les mouvements majeurs de l'été, à part Kondogbia, c'est dans le secteur offensif. C'est Ndiaye, c'est Sarr, voilà, c'est Correa, on en a parlé, etc. etc. Donc, voilà. Je crois qu'on a fait un beau bilan au début avril. On verra évidemment ce qu'il en sera en fin de saison. Mais voilà, des fois, je suis un peu surpris par certaines analyses. C'est tout. Maintenant, est-ce que je veux continuer avec Longoria cet été? Moi, oui. Mais j'entends aussi, et je ne vous donne pas tort, ceux qui me disent non. C'est une question de point de vue, une question d'avis. Est-ce que vous pensez que ça peut être mieux sans lui? Moi, je pense que non, dans l'état actuel de l'OM. Mais je peux entendre aussi ceux qui pensent que oui, que c'est la fin d'un cycle, etc. Voilà, je voulais vous remercier, je suis très content. Regardez, je suis à Marseille, c'est le matériel du Phocéen, on est là, on est bien. Comment je peux vous prouver que je suis à Marseille? Si Loïc Lachaud veut venir passer une tête, il peut, ça me fera plaisir. Mais voilà, on est bien, on est à Marseille. Pendant une petite semaine avec vous, on va vivre ensemble les matchs, on va vivre ensemble les talks. Voilà, ce soir, je serai au talk avec toute l'équipe du Phocéen. Je serai avec vous. Voilà, on va kiffer, on va kiffer. Demain, on se retrouve pour l'OM au café. Et voilà, on fera un autre sujet demain. Je pense qu'on parlera un peu plus de Benfica. Mais voilà, ce matin, je n'étais pas parti pour faire ça. Mais tiens, le message de Loulou, et je le dirai pas à l'antenne, mais je suis plutôt d'accord avec toi. Voilà, exactement. Donc ce soir, 18h, le talk show en direct. Et à 19h, vous n'oubliez pas, parce que c'est bien aussi, Virage Marseille. BFM Marseille avec l'ami Romain Canuti, voilà. Souvent on finit vers 19h15, mais ne vous inquiétez pas, la deuxième partie du Virage Marseille est toujours mieux que la première, donc vous pouvez zapper à 19h15, c'est très bien aussi. Je vous souhaite une belle journée sur le Phocéen, ça fait plaisir de vous avoir retrouvé, et je vous dis à demain pour les fidèles de l'OM au café, mais aussi à ce soir, vous l'aurez compris, pour le talk. Ciao.